à tous, soyez les bienvenus sur LCI. C'est l'heure de votre grand dossier. C'est un grand jour à Washington. C'en est fini de dépouiller l'Amérique. Donald Trump lance aujourd'hui sa plus grande bataille commerciale, celle qu'il promet depuis sa campagne. Il veut frapper un grand coup et instaurer de nouveaux droits de douane et quasiment personne ne sera épargné. Donald Trump a l'intention de les annoncer ce soir dans une allocution officielle depuis la Maison-Blanche. Vous suivrez ça en direct sur LCI à 22h. Il veut inaugurer un nouvel âge d'or et permettre aux États-Unis d'arrêter de se faire arnaquer. Ce sont ses mots. Qui est dans son collimateur ? 15 pays salopards. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit comme ça. Et on en fait partie. Il y a évidemment l'Union européenne, il y a le Canada, le Mexique, mais aussi de nombreux pays asiatiques. Que nous prépare-t-il ? Quel montant ? Pour combien de temps ? Une chose est sûre, ces annonces pourraient faire chavirer l'économie mondiale. Gérard Longuet, ancien ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, est notre invité dans ce grand dossier. C'est donc une grande fête qui se prépare à Washington. Partons sur place avec notre correspondante Justine Jankowski. Bonsoir Justine, elle est juste derrière moi. Donald Trump promet une cérémonie incroyable qui se tiendra à la Maison-Blanche, 22h chez nous, 16h aux États-Unis. Oui, ça va être une sacrée annonce pour lui. Vous savez, il l'appelle Liberation Day, le jour de la libération, parce que pour lui, c'est aujourd'hui qu'il va libérer les Américains de leur dépendance en quelque sorte aux produits étrangers. C'est aujourd'hui qu'il va rendre l'Amérique riche à nouveau, d'où cet événement en grande pompe dans la Roseraie. Vous savez, c'est le jardin qui est à la Maison-Blanche, qui est juste à côté du bureau ovale. Et historiquement, ça a toujours été le théâtre de grands événements pour les présidents américains, de rencontres, de conférences de presse. Et pour Donald Trump, au cours de ce mandat, eh bien c'est son premier événement dans la Roseraie. Pour vous dire à quel point c'est important pour la Maison-Blanche, nous, la presse, on est convoqués 2 heures avant sa prise de parole. C'est vous dire à quel point tout doit être parfait pour Donald Trump, qui va donc annoncer son grand plan sur les droits de douane réciproques, dont on ne connaît pas encore les détails. Tout ce que l'on sait, c'est qu'ils prendront effet immédiatement. Et pour en parler sur ce plateau, Magali Barthès. Bonsoir Magali. Bonsoir Émilie. Éditorialiste internationale LCI. Donald Trump vous connaît très bien parce que vous ne l'avez pas lâché d'une semelle pendant la campagne américaine. Valérie Nataf, bonsoir. Bonsoir Émilie. Merci aussi d'être là, éditorialiste politique à LCI. Vous avez aussi dirigé le bureau TF1 à Washington pendant des années, donc vous connaissez extrêmement bien aussi la politique américaine. André Caspi, vous aussi, vous y connaissez quelque chose aux États-Unis. Bonsoir. Historien, spécialiste des États-Unis évidemment et auteur de cet ouvrage dont la couverture va s'afficher, Mes chroniques américaines aux éditions de l'Observatoire. Christian Saint-Etienne qui a failli être en retard. Bonsoir. Désolée, je ne cache rien aux téléspectateurs. Économiste, universitaire et analyste politique. Merci également d'être là. Je voudrais vous faire écouter Donald Trump qui hier soir encore le martelait. Ça va être un tournant pour l'Amérique. Je pense que ça va être incroyable. Vous savez, je lui donne beaucoup de noms, mais c'est véritablement la renaissance d'un pays. Quand vous regardez comment nous avons pu faire, ce que nous avons fait, nous avons aidé tout le monde, mais ils ne nous aident pas. L'expression que j'aime le plus, c'est la libération de l'Amérique. C'est la libération de notre pays, parce que c'est incroyable. Nous avons 36 000 milliards de dettes pour une raison, et elle s'est accumulée sur une longue période. Donc, je pense que ce que vous allez voir dans les prochains jours va être très inspirant pour beaucoup de gens. Donald Trump qui fait du Donald Trump, Magali Barthès. C'est vrai qu'il nous promet un grand spectacle et il met aussi beaucoup de pression parce qu'il laisse planer le doute sur ce qu'il va annoncer ce soir. Oui, on sait combien le mot tarif est son mot préféré et combien il aime se servir de ses droits de douane pour faire pression sur ses alliés, ses rivaux. Sur tout le monde. Sur tout le monde. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que oui, il nous annonce un grand moment à la Maison-Blanche, la renaissance de l'Amérique. En fait, c'est la réindustrialisation de l'Amérique qu'il veut promettre à ses supporters. Il a été élu notamment dans des États qui ont été
été victimes de ces délocalisations. Donc en fait, ce qu'il veut leur promettre, c'est de voir des industries à nouveau se réimplanter sur le territoire américain. C'est ça le pari. Le problème, c'est que c'est un pari de long terme et que le premier effet de l'augmentation de ces droits de douane, le risque, c'est l'inflation. Et évidemment, ce qui là va peser sur le pouvoir d'achat des électeurs de Donald Trump, alors que justement, il a été élu, Trump, parce qu'il promettait de s'attaquer à cette inflation. C'est pour ça que c'est un pari extrêmement risqué. Et puis, il y a aussi cette idée quand même de punir ceux, ça c'est un discours très trumpiste, qui s'enrichiraient aux dépens de l'Amérique. Donc en fait, Donald Trump a fait quelque chose de très simple. Il a regardé la liste des déficits commerciaux américains. Et on va les voir dans un instant. Et justement, voilà. Et ce sont ses premières cibles. On va pouvoir les détailler dans un instant. Mais d'abord, peut-être sur la forme, Valérie Nataf. C'est vrai qu'on n'est jamais déçu quand on entend Donald Trump. Là, en tout cas, à nouveau, les regards du monde entier sont rivés vers la Maison-Blanche. Oui, il manie l'hyperbole avec un talent certain. Je crois qu'on peut tous en convenir. Mais si on rentre un peu plus dans le détail, en fait, pour reprendre ce que disait Magali, la réindustrialisation, elle ne naît pas avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Joe Biden avait commencé avec quelque chose qui n'était pas non plus très amical envers les partenaires européens, qui était le IRA, c'est-à-dire Inflation Reduction Act. Et c'est grâce à cela pour les États-Unis ou à cause de cela pour les États européens qu'un certain nombre d'entreprises s'étaient localisées aux États-Unis pour pouvoir bénéficier de tarifs avantageux. Donc, Donald Trump, évidemment, ne reconnaîtra jamais qu'une bonne idée ait pu venir du côté de Joe Biden, mais en fait, il poursuit et amplifie une politique, d'une certaine manière, protectionniste qui a fait ses preuves aux États-Unis. André Caspi, c'est un peu la méthode Trump là, que l'on voit encore. Laisser planer le doute aussi jusqu'au dernier moment pour faire peur à tout le monde. Alors je crois que ce qu'il faut bien noter, c'est l'importance du vocabulaire. Libération. Oui. La libération, ce qui veut dire au fond que les États-Unis jusqu'à maintenant étaient prisonniers de leurs partenaires. Et grâce à Donald Trump, ils vont s'échapper de cette prison et retrouver leur liberté. Et puis ce qui est également très intéressant, c'est de voir quels sont les pays qui sont visés. Alors en premier lieu, la Chine, bien évidemment, mais en deuxième lieu, l'Union européenne. Et puis après, il y a le Mexique, le Canada, etc. Le Vietnam aussi. Ce qui veut dire que, au fond, il a bien choisi ses adversaires, il a bien choisi ses cibles et il compte en somme marquer auprès de l'opinion publique américaine l'importance qu'il donne à cet événement qui va se dérouler à la Maison-Blanche, dans les jardins, c'est-à-dire au fond, là, dans le lieu principal du pouvoir. Ça n'est pas simplement dans un discours, ça n'est pas non plus au Congrès, c'est à la Maison-Blanche, c'est-à-dire au fond, c'est lui, Donald Trump, qui mène cette guerre. Oui, on va tenter de mieux comprendre qui est concerné. Et pour ça, je vais vous emmener devant le grand écran, Christian Saint-Etienne, si vous le voulez bien. Alors, je sais que c'est une première pour vous, mais j'en suis certaine, vous allez être excellent. Vous avez juste à vous placer devant moi et à analyser les cartes que je vais vous montrer. D'abord, on va bien comprendre pourquoi Donald Trump est agacé. Puisque quand on voit cette carte, on s'en rend compte, l'Amérique importe plus de produits qu'elle n'en exporte. Donc elle a une balance commerciale qui est déficitaire de 918 milliards de dollars. C'est là-dessus déjà qu'il veut insister, Donald Trump. Oui, bien sûr. Alors, il faut toujours prendre en compte les biens et les services. Par exemple, dans le cas de l'Europe, Trump confond complètement les concepts. Donc, il dit que les États-Unis ont un déficit de 500 milliards avec l'Europe. C'est en fait le montant des importations de biens venant d'Europe. Mais quand on prend le déficit réel, les Américains exportent vers l'Europe aussi. Le déficit sur les biens est de 150 milliards. Mais les Américains ont un excédent sur les services de 100. Donc le déficit réel biens et services, c'est 50. Donc il annonce 500 et le réel est 50. Pour quelqu'un qui dirige la première puissance du monde, il fait des erreurs de 1 à 10. Donc c'est absolument gigantesque. Oui, donc vous trouvez que c'est pas tout à fait vrai en fait. Donc l'Europe, c'est 50 sur les 918. En tout cas, ce qu'affirme Donald Trump, c'est que tout ça, c'est la faute de 15 pays salopards. Alors,
c'est pas du tout le terme que moi j'emploie, c'est plutôt lui qui le dit. C'est 15 pays qui, selon lui, exactement, c'est 15 pays qui, selon lui, arnaquent les États-Unis ou du moins s'enrichissent dans son dos. Il y a évidemment le Canada et le Mexique. Bon, ça, c'est pas vraiment une surprise. Ils étaient dans son collimateur depuis bien longtemps. Il y a l'Union européenne. On en fait partie, ça je ne vais pas vous l'apprendre, et puis aussi de nombreux pays asiatiques. Donc ça, ce sont les pays qui sont directement dans son collimateur. Alors ces 3 blocs n'ont rien à voir entre eux. D'abord, le Canada et le Mexique font partie avec les États-Unis de l'ALENA, qui a été renégociée en 2018 et qui s'appelle AEMONC aujourd'hui. Mais donc, ces 3 pays ont une économie totalement intégrée du fait notamment des stratégies des entreprises américaines qui ont mis des usines au Canada et au Mexique. Donc, analyser le solde des échanges n'a pas de sens, puisque c'est très souvent des entreprises américaines qui envoient des pièces au Mexique pour qu'elles soient assemblées et réimportent les voitures, par exemple. Donc, néanmoins, votre carte est très intéressante parce qu'on voit que ce bloc s'oppose à la Chine. Or, les États-Unis et la Chine sont dans un combat pour la domination mondiale. Et quand vous regardez cette carte, qui est extrêmement informative, vous vous dites qu'en fait, il devrait consolider l'accord avec le Canada et le Mexique pour mieux résister à la Chine. Il fait tout péter, il veut faire exploser le système existant. Alors, ceci étant, il faut se méfier avec lui, parce qu'il est élu en 2016, début 2017, il dit je vais faire exploser l'ALENA, c'est son terme. De fait, il renégocie, et quand il signe en 2018, c'est l'ancienne ALENA très peu modifiée. Donc on va voir dans les faits l'ampleur de ce qu'il va annoncer. Et alors, regardez ses ennemis publics numéro 1. On va regarder justement le business qui est fait entre les États-Unis et ces pays. Il y a d'abord la Chine qui vend beaucoup et qui visiblement achète très peu aux États-Unis. L'Union européenne aussi, dont on fait partie, on le rappelle. Et puis ses autres ennemis jurés, on parlait notamment du Mexique et du Canada. Donc selon lui, ce sont des arnaqueurs. Là, en tout cas, on a les chiffres qui sont donnés. Alors, sur ces chiffres, vous pouvez vous rapprocher, Christian Saint-Etienne, j'ai ceux de 2023 qui sont un peu différents de 2024. Ceci étant, il y a un point qui est important ici, c'est que l'essentiel de l'excédent de l'Union européenne sur les États-Unis, encore une fois, c'est les échanges de biens. Avec les échanges de services, le déficit est beaucoup plus faible. Mais l'essentiel de l'excédent européen vis-à-vis des États-Unis, c'est un excédent allemand et d'Europe du Nord. La France est quasiment équilibrée. Donc on va être puni à cause de l'excédent allemand, alors que nous n'avons pas d'excédent vis-à-vis des États-Unis. Mais enfin, c'est quelque chose... Donc ça voudrait dire, si on vous comprend bien, que l'Allemagne pourrait peut-être être plus sévèrement punie que nous. En tout cas, de facto, s'il met, comme il l'a déjà annoncé, des droits de douane de 25% sur les voitures allemandes, les Allemands exportent à peu près 600 000 voitures vers les États-Unis. Alors, ils construisent des usines aussi aux États-Unis, ils vont probablement accélérer. Mais dans un premier temps, c'est effectivement, s'il va jusqu'au bout, l'Allemagne qui va souffrir sur les exportations d'automobiles, mais s'il va jusqu'au bout sur les vins et les fromages, nous sommes en risque également. Malheureusement, nous n'exportons plus beaucoup de voitures parce que la production de voitures en France en 2024 est tombée au niveau de 1960. Donc, si nous ne serons pas touchés parce que nous exportons plus de voitures aux États-Unis, mais nous serons touchés aussi indirectement parce que il y a beaucoup de sous-traitants français pour l'industrie automobile allemande, donc on sera touchés de toute façon de tous les côtés. Ah oui, de toute façon, nous aussi, il y aura des conséquences pour nous. Merci beaucoup, Christian Saint-Etienne. On parlait notamment de l'Europe. Donald Trump parlait justement des méchants Européens ces dernières semaines. C'était même il y a un mois. Je voudrais vous faire écouter le président américain. Écoutez-le comment il brossait notre portrait. L'Union européenne, elle a été créée pour emmerder les États-Unis. Écoutez, soyons honnêtes, l'Union européenne a été conçue pour emmerder les États-Unis. C'est son but. Et ils ont fait du bon travail. Mais maintenant, je suis président. Il est quand même très très dur, André Caspy, à notre sujet sur les Européens. Il dit quand même qu'on est là pour emmerder les États-Unis. Dans cette liste, il mélange à la fois des alliés théoriques, en tout cas,
et puis des adversaires. Parce que s'il place en tête la Chine, et on comprend qu'il y a une rivalité planétaire entre la Chine et les États-Unis, mais il n'y a pas de rivalité planétaire entre l'Union européenne et les États-Unis. Nous sommes censés être alliés. Eh bien, oui, parce que par définition, nous sommes des alliés des États-Unis depuis déjà beaucoup d'années, et je ne vois pas pourquoi subitement nous devrions devenir des adversaires. Mais d'un autre côté, au sein de l'administration Trump, il y a une défiance très forte à l'encontre de l'Europe. Alors, on l'a remarqué avec les propos du vice-président J.D. Vance, on le remarque de nouveau avec Donald Trump, c'est-à-dire qu'au fond, l'Europe est passée de la catégorie alliée à la catégorie adversaire. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Parce que cela veut dire, au fond, que les États-Unis, on ne peut plus vraiment compter sur eux, parce que maintenant, ils sont à l'écart et qu'ils nous considèrent comme des adversaires. Alors, évidemment, les autres pays, que ce soit le Canada, le Mexique, cela fait partie de la rhétorique de Donald Trump qui consiste à dire que les États-Unis, sur leur continent, doivent régler les problèmes de tous les pays et tous les problèmes d'ailleurs. Et puis, il y a quelques autres pays qui comptent plus ou moins. Mais il y a quand même là, je crois, une définition de la géopolitique qui est tout à fait particulière, qui est tout à fait neuve et qui annonce ou qui confirme ce que l'on savait déjà sur les ambitions de Donald Trump. Oui, et puisqu'on parlait de l'Europe, je voudrais vous montrer ces 7 pays européens contre qui Donald Trump est en guerre, en quelque sorte. Il y a notamment l'Irlande et l'Allemagne qui vendent beaucoup plus qu'elles n'achètent. Elles sont dans les 2 premières positions. Les États-Unis sont déficitaires de 16,4 milliards de dollars avec la France. C'est pour ça, notamment, Christian Saint-Etienne, que vous nous disiez que mais c'est toujours les biens, mais avec les services, on est à peu près à l'équilibre. Oui, sur 2024, le déficit de biens est de 198 contre 157 en 2023, mais à chaque fois, il y a un excédent de services qui est très important. Alors, avec l'Irlande, c'est très particulier, les échanges ne se font pas entre les États-Unis et l'Irlande, mais se font entre les États-Unis et des filiales d'entreprises américaines qui sont installées en Irlande, notamment un grand nombre d'entreprises pharmaceutiques américaines qui sont installées en Irlande du fait de l'impôt sur les sociétés à 12,5%, mais également Google et les grands groupes américains, les GAFAM, ont mis souvent leur siège en Irlande, également pour bénéficier des 12,5. Donc en fait, là aussi, il a une vision du 19e siècle, c'est-à-dire qu'il regarde les échanges commerciaux sans se demander qui les provoque. Et que ce soit avec le Mexique ou le Canada ou avec l'Irlande, c'est des entreprises américaines qui placent leurs pions sur l'ensemble de la planète. C'est plutôt une idée fixe, une sorte d'obsession. Exactement. C'est vrai que Valérie Nataf, il le ressort toujours, c'est son mot préféré. On va l'entendre, Donald Trump, les taxes, les droits de douane, mais son mot préféré, c'est aussi l'Union européenne. Il nous a dans le viseur depuis sa campagne même. Absolument, mais il faudra que l'Union européenne ne tombe pas dans ce piège. Et d'après ce que je comprends dans les couloirs du pouvoir, on estime qu'on ne se fait aucune illusion, mais qu'il n'y a qu'un mot d'ordre, c'est de limiter la casse et de faire en sorte de bien avoir une réponse coordonnée. Le pire pour l'Union européenne, face à l'ogre, si j'ose dire, Donald Trump, ce serait d'avoir des réponses qui partent dans tous les sens, chacun essayant de tirer au mieux pour son pays et pour son économie. Donc, on essaye, dans les couloirs du pouvoir, une fois encore, de pousser vers cette réponse coordonnée de l'Union européenne. Emmanuel Macron n'est pas le seul à estimer qu'il faut cela, mais il a un pouvoir d'entraînement. Il n'est pas le représentant de l'Union européenne, mais la voix de la France, dans cette circonstance, compte. Oui, et néanmoins, on n'est jamais très optimiste quand on pense à une Union européenne qui est rapide et qui sait se mettre... Ça bouge quand même, d'accord. Oui, vous me trouvez un peu dur, Magali Barthès. En premier mandat, il y a eu déjà ces droits de douane sur l'Europe. Bon, à ce moment-là, c'était Jean-Claude Juncker qui était aux manettes à Bruxelles. Et en 2018, il est allé à Washington et il a réussi à arracher une suspension sur... Par l'humour, dit-il. Oui, c'est ce qu'il raconte. Oui, c'est ce qu'il raconte. Mais donc, il est négocier avec Trump, ce qu'il dit aujourd'hui, parce qu'il aime bien maintenant multiplier les interviews, c'est possible. Le problème, c'est que Trump, deuxième mandat, c'est pas le même. C'est que
autour de lui, il y a beaucoup d'idéologues et justement qui font monter ce narratif sur le fait que l'Europe nous arnaque, que la Chine arnaque les États-Unis, et donc il faut avoir un message extrêmement dur. Donc c'est là maintenant le test pour l'Union européenne. Après tout se gère au niveau de la Commission européenne. Donc jouer les divisions, c'est pas si simple parce que tout ça normalement est coordonné par la Commission qui a quand même anticipé ce qui est en train de se passer. Donc il y a une liste de représailles possibles, pas forcément d'ailleurs que sur les biens, mais potentiellement sur les services. Et donc là, ça veut dire taxer les services bancaires, les services numériques. Ça pourrait faire mal aussi à l'Amérique de Donald Trump. On a des moyens de riposter. Écoutez Donald Trump qui affirmait il y a encore quelques semaines que le mot taxe, c'est décidément le plus beau mot du monde. Kamala Harris a dit que j'allais imposer une taxe sur la consommation aux gens. Non, je vais imposer des droits de douane au monde extérieur qui devra payer pour avoir le privilège de venir voler nos emplois et nos entreprises pendant des années et des années. Pour moi, le mot droit de douane est le plus beau du dictionnaire. Alors c'est vrai qu'il a une obsession pour les droits de douane et pour les taxes. Jette Partouche, bonjour déjà, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous nous dites qu'il y a notamment un homme qui murmure à son oreille et ça parle à Donald Trump. Oui, disons que s'il y a vraiment un homme à identifier comme étant derrière tout ce qui se joue outre-Atlantique aujourd'hui, ce serait lui. Stéphane Miran, c'est l'actuel chef des conseillers économiques de la Maison-Blanche. Mais aucune photo de lui avec Donald Trump, aucune vidéo de lui ne circule, mais c'est voulu. La lumière, c'est pour le patron, lui, c'est l'homme de l'ombre. Pourtant, il est sur toutes les bouches de tous les ministères des Finances occidentaux. Et s'agissant des motivations des États-Unis, je vous invite à lire l'économiste Stéphane Miran. Il y a une véritable idéologie à l'œuvre. Qui dit ça ? Éric Lombard, ministre de l'économie. Comme beaucoup d'économistes influents, Stéphane Miran a un CV impeccable. 41 ans, diplômé de l'Université de Boston en 2005, doctorant d'Harvard en 2010. Il travaille dans plusieurs fonds d'investissement avant de rejoindre très tardivement, fin 2020, sur les derniers mois du mandat Trump, le département du Trésor. Mais ce qu'il a propulsé au sommet, c'est ce document, 41 pages, intitulé sobrement « Guide de l'utilisateur pour la restructuration du système commercial mondial » rédigé en novembre dernier. Et à ce sujet, on le voit, la première ligne du document donne le ton. Le désir de réformer le système et de placer l'industrie américaine sur une base plus équitable vis-à-vis du reste du monde. Pour les alliés occidentaux, si vous voulez comprendre la politique de Trump, tout est là-dedans. J'ai vraiment lu les 41 pages. Stéphane Miran répond à cette question, comment relancer l'économie américaine, par une réponse très simple. Il faut faire payer les alliés européens. 3 leviers pour y arriver. La baisse du dollar, la gestion de la dette publique et la hausse des droits de douane. La baisse du dollar, a priori, c'est paradoxal parce qu'on est tenté de dire qu'une monnaie forte, c'est un pays fort. Eh bien, c'est totalement faux pour Miran. C'est un handicap. Il faut dévaluer la monnaie pour relancer l'industrie américaine parce qu'un dollar faible booste les exportations parce que les prix sont moins chers. Gérer la dette publique, il faut obliger les créanciers qui détiennent la dette américaine à rallonger les délais de remboursement pour baisser les taux d'intérêt. Comment on force les alliés à accepter tout ça ? Eh bien, en augmentant les droits de douane. C'est pour lui le levier de négociation par excellence. Il le dit lui-même, c'est un instrument de négociation qui est voué à disparaître. Il recommande même d'inclure, pour vous prouver à quel point tout est écrit dans ce document, et je termine par là, d'inclure dans la balance commerciale la menace du retrait du parapluie militaire américain pour faire plier les Américains. Tout ce qu'il dit est plus ou moins adoué par les économistes, mais ils reconnaissent tous que c'est effectivement très risqué. Jusqu'à Olivier Blanchard, chef économiste du FMI. Je ne connais pas personnellement Stéphane Miran, mais dans l'entourage de Donald Trump, c'est a priori celui qui comprend le mieux les mécanismes économiques. Merci beaucoup, Jette Partouche. Pour ceux qui ne connaissaient pas cet homme, c'est maintenant beaucoup plus clair. Donald Trump n'est donc pas tout seul à marteler le mot taxe. Merci. On revient dans un instant dans ce grand dossier. On sera avec Gérard Longuet. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc ancien ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur. Vous aussi, avez quelqu'un qui vous martelait le mot taxe ou pas à l'oreille? On imagine que non, évidemment. Non. Et ce n'est pas votre mot préféré? Absolument. À l'inverse de Donald Trump. Restez bien avec nous dans ce grand dossier. À tout de suite.
C'est un grand jour à Washington. Donald Trump lance aujourd'hui une grande bataille commerciale. C'est celle qu'il promet depuis sa campagne. Il veut frapper un grand coup et instaurer de nouveaux droits de douane. Personne ne sera épargné. Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce grand dossier. On est en direct sur LCI, en direct de Washington. Vous le voyez sur ces images, puisque Donald Trump interviendra ce soir depuis la Maison-Blanche pour une allocution officielle à 22h. Avant d'aller aux États-Unis, faisons le point sur l'actualité en France et une première réaction d'Emmanuel Macron. 3 jours après la condamnation de Marine Le Pen à l'inéligibilité immédiate, le président s'est exprimé en Conseil des ministres ce matin. Il a tenu à rappeler quelques principes fondamentaux et notamment celui-ci, la justice est indépendante. Le Rassemblement national, lui, organise sa riposte. Un meeting de soutien à Marine Le Pen est prévu ce dimanche à Paris. Jordan Bardella le dit, la mobilisation qui s'organise, c'est pour la démocratie française. On le rappelle, la justice envisage un procès en appel avec une décision à l'été 2026. Et puis, c'est peut-être l'autre guerre qui se prépare à l'autre bout du monde. Est-on en train d'assister aux prémices d'une invasion de Taïwan par la Chine ? Pour le 2e jour consécutif, des exercices militaires grandeur nature pilotés par le commandement chinois ont lieu autour de l'île. Pékin teste une situation de blocus et cherche, selon les experts, à envoyer un message clair à Taïwan. En cas de guerre, la Chine peut vous couper du monde. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Nous partons donc à Washington. C'en est donc fini de dépouiller l'Amérique. C'est ce que dit le clan Trump. Et pour ça, Donald Trump veut annoncer de nouveaux droits de douane ce soir depuis la Maison-Blanche. Ces annonces pourraient bien faire chavirer l'économie mondiale. Pour en parler, on est avec Gérard Longuet, ancien ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur. Je voudrais d'abord vous faire écouter Donald Trump qui tentait de nous rassurer, qui nous disait « Ne vous en faites pas, vous n'allez pas forcément vous faire manger tout cru ». Nous serons très gentils par rapport à ce qu'ils ont été. Les chiffres seront inférieurs à ce qu'ils nous facturaient et dans certains cas, peut-être nettement inférieurs. Mais nous avons en quelque sorte une obligation mondiale. Peut-être, mais nous serons très gentils. Relativement parlant, nous serons très aimables. Gérard Longuet, est-ce qu'on crie avant d'avoir mal ? C'est vrai qu'on n'a pas encore les détails de ce que va dire Donald Trump. C'est du grand n'importe quoi, cette déclaration. Il y a des échanges entre l'Europe et les États-Unis qui sont croissants, qui se reconstituent en permanence. En effet, comme Christian Saint-Étienne l'a rappelé, les États-Unis ont un immense avantage sur les échanges de services, notamment l'audiovisuel, le cinéma, la musique, l'informatique, les algorithmes, enfin, les GAFAM. Enfin, c'est considérable. Alors, le malheureux Trump est d'une autre époque. Il pense aux voitures allemandes, ça l'agace. Mais enfin, c'est l'essentiel de la richesse américaine aujourd'hui, c'est de l'immatériel. Et sur cet immatériel, les entreprises américaines sont, reconnaissons-le, de puissance mondiale. C'est ce que vous disiez, André Caspi. André Caspi, ce que vous disiez aussi, il est de mauvaise foi, Donald Trump. C'est-à-dire que moi, ce que je pense, c'est qu'il s'adresse en grande partie à sa propre opinion. C'est-à-dire, il fait plaisir aux Américains en leur disant « je vais prendre une revanche ». Et ne serait-ce que par le titre même qu'il donne à cette entreprise, c'est-à-dire il va punir les salopards. Alors, les salopards, ça fait allusion à un film de Hollywood. Mais ça veut dire quand même qu'il y a de la part de Trump un côté revanchard. Et je crois que l'opinion américaine, pour le moment, est plutôt satisfaite en se disant « Ah, on va prendre notre revanche sur les Chinois, sur les Européens, sur les Mexicains, sur les Canadiens, c'est-à-dire sur tous ceux qui nous vendent beaucoup, mais qui n'achètent pas suffisamment. » Donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, il a derrière lui, j'en suis persuadé, une grande partie de l'opinion. Ça durera ce que ça durera. Alors, je ne voudrais pas être désagréable, mais je vous montrerai un sondage tout à l'heure qui montre que les Américains sont plutôt inquiets par rapport à la situation actuelle. C'est un sondage qui date d'il y a seulement quelques heures, où vous verrez qu'il y a presque un quart des Américains qui pensent que Trump améliorera leur niveau de vie. Ça veut dire qu'il y a les 3 quarts qui sont quand même terriblement inquiets par cette situation économique. Magali ? Il est certain que pour l'électorat de Donald Trump, il y a une obsession qu'on entendait beaucoup à Washington le jour de l'investiture, c'était
avec Trump, au moins l'Amérique va se faire respecter et elle va être crainte par le reste du monde. Et finalement, c'est ça que met en scène Donald Trump aujourd'hui avec ses droits de douane. Et en fait, il en appelle au patriotisme économique. Le secrétaire au Trésor, pour comprendre un peu la psychologie quand même de l'équipe Trump, disait... l'essence du rêve américain ne se résume pas à acheter des produits bon marché venus de Chine. En gros, vous allez peut-être payer un peu plus cher, il y aura un mauvais moment à passer, c'est ce que fait mine de croire Donald Trump, mais après ce sera mieux pour l'Amérique, elle sera plus forte. C'est ça le pari. Et le pari de Trump, c'est de récupérer ses droits de douane pour faire baisser les impôts aux États-Unis. Alors, peut-être que les économistes sont pas d'accord et ne valident pas, mais en tous les cas, c'est ça l'idée de Donald Trump, c'est une réindustrialisation, un patriotisme économique, et puis le tout accompagné de baisses d'impôts si, en effet, les droits de douane permettent de dégager suffisamment d'excédents. Tout ça est un pari, mais extrêmement risqué, et on voit à quel point, d'ailleurs, les marchés financiers sont inquiets. Mais c'est le pari Trump. Et je voudrais qu'on s'intéresse... C'est un raisonnement qui est du niveau du sapeur Camembert. Oui. Le sapeur Camembert avait fait un trou trop petit pour enfouir à la fois les déblais du premier trou et du second. Ben, c'est exactement ça. En effet, les droits de douane vont amener de l'argent, mais comme la consommation va diminuer, ça ne rapportera pas ce que la plus-value espérée. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse sur les conséquences sur notre pays. On est en France, donc a priori, on est censé être un peu égocentrique. Donc, on va regarder ce que ça pourrait entraîner pour nous. Regardons d'abord avec vous, Christian Saint-Etienne, notamment ce que l'on exporte le plus aux États-Unis. En première position, on a l'aéronautique, ensuite les produits pharmaceutiques et les boissons. Ce sont surtout les boissons alcoolisées. Est-ce que ça signifie que ce sont ces filières qui pourraient être en danger demain ? Alors, on sait qu'ils visent les boissons, notamment en réponse à un choix de la Commission européenne de viser le bourbon américain, qui n'était pas un choix très habile. Et le risque pour nous, c'est l'aéronautique, parce qu'ils ne supportent pas également que Airbus vende 60% des avions commerciaux dans le monde et Boeing soit tombé à 40%, alors qu'il y a 40 ans, Boeing dominait le marché mondial de l'aéronautique. Donc on va voir s'ils ciblent l'aéronautique. Ils n'aiment pas non plus les importations de produits pharmaceutiques, mais ceux venant de France sont très spécifiques. Il y a beaucoup de vaccins. On est assez bon là-dedans. Donc ça peut devenir un problème, mais si les Américains doivent payer les produits pharmaceutiques, enfin ça devient hors de prix. Voilà, ils les paieront plus cher, parce qu'effectivement, ils importent des produits qu'ils ne produisent pas eux-mêmes. Donc certains vont devoir s'en passer. Donc sur les boissons, ils pourront boire autre chose, mais l'aéronautique, s'ils cognent sur Boeing, sur Airbus, Boeing aura du mal à remplacer les productions d'Airbus parce qu'ils ont eu d'énormes problèmes sur le plan opérationnel en termes de production et de qualité des avions. Donc, effectivement, on va devoir attendre malheureusement qu'il annonce exactement ce qu'il va faire pour pouvoir commenter. Alors, il y a quand même, par rapport à ce qui est à l'écran, il y a quelque chose de très nouveau par rapport à ce qu'il a fait en 2017 et 2018. En 2017 et 2018, il a surtout frappé l'acier et l'aluminium. Là, il touche des produits beaucoup plus sophistiqués, aéronautiques, produits pharmaceutiques. En fait, il vise surtout l'Irlande sur les produits pharmaceutiques, puisque la pharmacie américaine domine la pharmacie mondiale. Je pense que le chiffre d'affaires de la pharmacie américaine, c'est au moins la moitié de la pharmacie mondiale. Mais il se trouve qu'une grande partie des pharmaciens américains, entreprises pharmaceutiques, ont délocalisé leurs usines en Irlande, comme je le disais, pour bénéficier du taux d'IS à 12,5. Donc, en réalité, il va frapper des entreprises américaines, en réalité, en partie. Oui. Alors, et le portefeuille direct des Américains aussi. Et vous évoquiez tout à l'heure, les sondages, mais enfin, il y a quand même un sondage en valeur réelle qui, pour un Trump, qui est un businessman... Ne divulgâchez pas nos sondages, on va les montrer tout à l'heure. C'est que la bourse américaine a baissé de 10%. Exact. Donc, il arrive et la bourse baisse de 10% au premier trimestre. Normalement, ça devrait être une baffe. Alors, il couvre ça en disant c'est pas grave, c'est un creux et ça va remonter. Mais enfin, la première image, c'est une baffe. Oui, je voudrais juste vous faire réagir quand même sur le tableau précédent où on parlait notamment des produits pharmaceutiques. Gérard Longuet, ça veut dire que ça va être un problème pour de nombreux Américains si...
C'est ce qu'on peut se dire en voyant ce tableau. Ils peuvent trouver une alternative avec d'autres boissons, notamment des boissons américaines, mais les produits pharmaceutiques, c'est compliqué de les remplacer s'ils n'ont plus les moyens de se les payer. Vous avez tout à fait raison. Les boissons, ça aura un effet très simple, c'est que les boissons américaines, qui sont d'ailleurs déjà chères, je parle du vin, vont être encore plus chères, puisque étant protégés par les droits de douane, ils s'en priveront pas. Donc le consommateur américain paiera la cuite du samedi soir beaucoup plus cher. Bon, ça c'est son problème, c'est le problème, c'est pas le nôtre. Sur les avions, je pense comme Christian Saint-Etienne que l'offre industrielle de Boeing n'est pas en mesure de se substituer aujourd'hui à celle d'Airbus. Alors en revanche, pour les médicaments, là on touche quelque chose d'en effet complètement paradoxal, c'est que les victimes seront les malades américains et les entreprises américaines de pharmacie qui vendent ces produits. C'est vraiment le chat qui se mord la queue pour avoir des ennuis, quoi. Ils vont aussi payer leur plateau de fromage beaucoup plus cher. Alors, moi, je défends évidemment les fromagers, notamment le brie. Mais justement, regardez, vous allez pouvoir... objectivement... Je voudrais juste montrer les informations, Gérard Longuet, regardez, sur les produits laitiers, puisqu'on a quelques chiffres, avec 350 millions d'euros de produits vers les États-Unis en 2024, uniquement sur les produits laitiers. Et à l'époque, Donald Trump avait instauré des droits de douane de 25%. C'était lors de son premier mandat, ce qui nous avait fait perdre 14 millions d'euros sur les fromages, ce qui était conséquent. Oui. Je crois que c'est malheureusement un risque qu'il faut assumer et peut-être amortir. Je voulais rebondir sur un propos d'André Caspi sans tomber dans le fromage. Les fromages aux États-Unis sont consommés par les 10% d'Américains supérieurs. Ce n'est pas les électeurs de Trump. En fait, il vise les 100 millions d'Américains qui ont voté pour lui, qui sont dans les États américains pas forcément les plus riches. Et la partie de la société américaine la plus internationalisée et la plus éduquée, qui consomme justement des vins français de qualité ou des fromages élaborés. Je pense qu'ils vont continuer d'en acheter en partie, même si c'est un peu plus cher parce qu'ils en ont les moyens. On risque de perdre une partie de la classe moyenne qui s'était reportée sur ces produits. Mais d'une certaine façon, je suis d'accord avec Gérard, ce qui va arriver, c'est que les Américains locaux vont en profiter pour augmenter leur prix dans la mesure où les produits importés vont augmenter aussi. Si les produits importés augmentent de 25%, si vous êtes américain et que vous augmentez vos prix de 10%, bah vous êtes moins cher, mais vous avez pris 10% dans la poche. Et c'est le consommateur américain qui va payer le tout. Non, mais il y a une situation qui est surprenante. On a en effet le sentiment d'un président qui continue sa campagne, qui continue de s'adresser à ses électeurs, qui continue de les flatter, en oubliant qu'il est élu et qu'il voudrait peut-être faire des choses pour l'avenir et pour le long terme. Ouais. Non, mais ce qui va décider sans aucun doute, ce sont les élections législatives de l'année prochaine. Bon, et à ce moment-là, on verra si oui ou non il a convaincu ses compatriotes. Alors, en ce qui concerne les fromages, vous avez raison, mais d'un autre côté, c'est vrai aussi que les Américains produisent beaucoup de fromages. Et des fromages très différents. Des fromages que vous n'aimez certainement pas, ou peut-être moins que les fromages français. Au moins connus en France. Mais en tout état de cause, ça veut dire qu'il y a un marché du fromage et un marché américain qui est très dynamique. Par conséquent, ils n'ont pas besoin absolument de s'approvisionner en fromage français. Non, mais tout à fait. Ils peuvent survivre sur ce que je disais tout à l'heure, sans nos boissons et nos fromages. Ils auront plus de mal sans nos avions et sans nos vaccins. Alors, il y a des entreprises françaises qui ont pris les devants et qui ont préféré s'installer directement aux États-Unis. C'est le cas notamment de Danone, que vous connaissez tous, a priori, autour de ce plateau, leader du yaourt aux États-Unis. 25% du chiffre d'affaires de Danone est réalisé aux États-Unis. Alors, quand on regarde une carte des États-Unis, on se rend compte, et notamment quand on va sur le site de Danone, on compte 14 sites sur place. Ça veut dire que ça risque d'entraîner plus de délocalisation si jamais de plus en plus d'entreprises décident d'ouvrir leurs usines aux États-Unis. Magali. C'est le pari de Trump. C'est le pari de Trump d'obliger les entreprises à se réimplanter localement, à réindustrialiser le pays pour éviter de payer des droits de douane. Alors, il y a certaines entreprises sur lesquelles ça marche. Alors, bon, Danone, mais par exemple, dans l'industrie automobile,
Honda a relocalisé, qui produisait au Mexique sa Honda, l'a relocalisé dans l'Indiana. Bon, pareil, pour essayer d'éviter de payer ces droits de douane, en plus à de nombreuses fois, parce que les entreprises, les constructeurs automobiles au Mexique passent à de multiples reprises la frontière mexicaine. Donc il y a certains domaines dans lesquels ça peut marcher. Mais est-ce que ça peut marcher vraiment globalement et sur le long terme? C'est là où c'est un pari très risqué. Mais j'ai le sentiment que c'est pas forcément une si mauvaise idée, Gérard Longuet. Vous avez des situations très différentes. Dans le cas de Danone, vous avez un produit frais, d'abord, qui demande la proximité. Vous avez un produit pour lequel la matière première est quand même l'élément important de la valeur ajoutée. Et si vous avez la proximité de cette matière première et la maîtrise de cette matière première, vous êtes mieux en étant sur place. Donc, Danone a fait un choix qui est un choix de long terme. Pour l'industrie, c'est beaucoup plus compliqué de s'adapter sans avoir une perspective de long terme. Or, les propositions de tarifs de Trump sont tellement exorbitantes de ce qui se fait habituellement que quelqu'un d'un petit peu responsable attendra avant de prendre une décision de changer ces lieux de fabrication d'une façon définitive. Je le pense pour ma part. En plus, vous avez un petit problème aux États-Unis, c'est un problème de main-d'œuvre. C'est que retrouver une main-d'œuvre industrielle, c'est pas une affaire si facile que cela. Oui, on peut avoir des larmes nostalgiques sur Detroit, mais le monde a changé, y compris aux États-Unis. Christian, non, mais effectivement, vous avez déjà, alors c'est peut-être temporaire, un certain nombre d'usines qui devaient s'installer aux États-Unis. Les industriels retardent les décisions parce qu'ils veulent savoir ce qui va être décidé. Mais il faut aussi se voir au niveau mondial, parce que là, on est tous tétanisés face aux États-Unis. Les États-Unis, actuellement, si on prend la moyenne entre le PIB en valeur de marché et le PIB en parité de pouvoir d'achat, les États-Unis, c'est 23% du PIB mondial. Bon, 23% du PIB mondial, ça veut dire qu'il y a 77% qui n'est pas le PIB des États-Unis. Or, ce que fait Trump aussi, c'est en train d'accélérer les discussions sur des accords commerciaux entre l'Union européenne et l'Asie. Les discussions entre l'Union européenne et l'Inde sont en train d'être accélérées. Donc le commerce mondial va se dévier des États-Unis. Les États-Unis, c'est 23% du PIB mondial, mais ça doit être 10% du commerce mondial. Donc il se pourrait qu'in fine, si Trump durait plus longtemps que 4 ans, parce que pour déplacer des usines, trouver de la main-d'œuvre, il faut du temps. Si les États-Unis, après Trump, continuaient la politique de Trump, on va vers un isolationnisme qui va couper les États-Unis du Canada, du Mexique et du reste du monde. Or, dans un exemple intéressant, par exemple, c'est le Brésil. Le Brésil est en train d'accentuer ses relations avec la Chine. Donc, il risque de provoquer l'inverse de ce qu'il souhaite. C'est-à-dire que le commerce mondial va s'organiser en contournant les États-Unis. Or, les entreprises multinationales américaines, elles vivaient de la fluidité. Donc, je pense que non seulement il va y avoir les élections de novembre, mais il faut bien avoir à l'esprit l'année prochaine, novembre 2026, mais sachant que les campagnes électorales vont commencer au printemps, dans un an, au printemps 2026. Mais ce qui est intéressant, c'est que on va avoir des États-Unis qui vont perdre le bénéfice de ce qu'on appelle la division internationale du travail. Il y a peu de choses Donc globalement, c'est une très mauvaise stratégie qu'emprunte Donald Trump. Est-ce qu'il y a beaucoup d'interrogations autour de ça et on peut se dire peut-être qu'on va se tromper et que ça peut être un pari gagnant? Tout à l'heure, je pense qu'il gagne à court terme parce que d'abord il y a l'effet du super américain, le super héros qui dit on va leur mettre des baffes à tout le monde. Et puis il va y avoir la satisfaction dans certains États américains où les gens vont rêver du retour des usines. Mais dans 18 mois, quand ils vont commencer à se prendre les hausses de prix sans avoir les usines, on pourrait avoir un retournement de l'opinion américaine. Ce qui me semble aussi évident, c'est qu'il ne faut pas que les Européens, puisqu'il s'agit des Européens dans cette affaire, renoncent
à convaincre. Je ne dis pas convaincre Donald Trump, ça n'est pas facile. Hein. C'est comme si on essayait de monter au sommet de l'Himalaya. Mais il n'empêche qu'il y a un moyen d'agir, puisque en 2018, le principal responsable de l'Union européenne était parvenu à convaincre Trump. Autrement dit, je crois qu'il ne faut pas se contenter de se désoler. Il faut essayer de contrecarrer de toutes les façons possibles cette politique de Donald Trump. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur. C'est pas seulement Donald Trump. Je crois que c'est une formidable occasion pour l'Union européenne. Il y a une opération de temps. Poutine nous oblige à penser stratégie de défense. Trump nous oblige à penser stratégie de mondialisation économique. Moi, j'ai en effet négocié les accords instituant l'Organisation mondiale du commerce à Marrakech en 1994, avec la conviction que la mondialisation était une chance pour le monde. Ce qui est vrai d'ailleurs, il y a plus d'activités, moins de pauvres, c'est une réussite. Sauf que personne n'a envie d'être perdant à un moment. Et donc, il faut que nous, Européens, on regarde cette affaire de la mondialisation en la jouant collectif, ce qui n'a pas été le cas depuis 1994, depuis la mise en place, où, par exemple, beaucoup de sympathie pour l'Allemagne, parce que je suis riverain de ce grand pays, mais enfin, ils l'ont joué un peu seul avec les Chinois, et avec les Russes pour l'énergie, et les Chinois pour les ventes. Aujourd'hui, on risque de parler, entre Européens, un petit peu plus sérieusement de la mondialisation, non pas de la considérer comme un fait, mais peut-être de la considérer comme une opportunité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ça peut nous faire du bien aussi. Je voulais juste vous montrer une image d'une personne qui n'a pas besoin d'être convaincue. C'est Bernard Arnault, qui s'est déjà installé en partie aux États-Unis. On le rappelle, il est proche de Donald Trump. Il était présent à son investiture en janvier dernier. Et quand on se penche sur son chiffre d'affaires monde, eh bien, il fait 25% aux États-Unis. Vous voulez peut-être dire un mot sur Bernard Arnault? Non, mais ça peut être un exemple, un modèle et puis un secteur. Mais là, comme on disait tout à l'heure, ce sont des produits de luxe, alors qui vont être renchéris s'il y a des droits de douane supplémentaires, même si mais je veux dire, la population la plus riche américaine continuera d'aller acheter son sac hors de prix et ça aura moins d'impact. Et là encore, ça ne vise pas quand même directement les classes populaires, ce genre de produit. Mais c'est vrai qu'il était reçu en grande pompe à Washington le jour de l'investiture de Donald Trump. Et vous le voyez ici avec tous les chefs pensants, tous les directeurs d'entreprise des GAFAM. On voit aussi Giorgia Meloni, qui était notamment l'italienne, aussi très proche de Trump, et aujourd'hui qui se retrouve dans une position quand même assez compliquée au niveau européen, qui a voulu jouer les ponts entre l'Amérique de Trump et l'Europe. On va voir, mais si c'est une hausse des droits de douane généralisée, l'Italie va en faire aussi les frais, évidemment. On revient dans un instant dans ce grand dossier. On se posera cette question, va-t-on vers un coup d'arrêt pour l'économie mondiale? Est-ce qu'on en fait trop? Quand on dit ça, vous entendrez notamment Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui dit ces dernières heures, attention, il y en a qui vont trinquer, ce sera nous, ce seront les citoyens. A tout de suite sur LCI. Internet comme composant, il n'y avait pas de Grèce. Va-t-on vers un coup d'arrêt pour l'économie mondiale? Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce grand dossier. On est ravis de vous avoir avec nous sur LCI. Donald Trump dégaine son arme préférée. Vous l'avez forcément deviné, ce sont les droits de douane. Nous saurons ce soir à 22h en direct sur LCI à quelle sauce nous serons mangés, puisque le président américain s'exprime depuis la Maison Blanche. Et ce qui semble sûr, c'est que quasiment personne ne sera épargné. On va regarder déjà ce que disait Donald Trump il y a 2 mois. Il en avait plutôt conscience. L'économie mondiale risque d'être touchée de plein fouet, et notamment les États-Unis. Ce sera le nouvel âge d'or pour les États-Unis, écrivait-il sur son réseau social. Est-ce que cela va faire souffrir? Oui, peut-être. Peut-être pas, mais nous allons rendre sa grandeur à l'Amérique et cela vaudra le prix qu'il faudra payer. Je vous fais écouter Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants, qui le redit ces dernières heures. Faisons confiance à Donald Trump. Écoutez, faisons confiance à l'instinct du président Trump sur l'économie. Ce n'est pas une foi aveugle. Mais rappelez-vous ce qu'il a accompli lors de son premier mandat. Il suit le même plan pour y parvenir. Et les droits de douane en font partie. Nous verrons comment tout cela évoluera.
Gérard Longuet, si vous étiez américain, est-ce que vous feriez confiance à Donald Trump ? Globalement, je regarderai les indices boursiers, parce que les indices boursiers, ce sont des milliers de gens relativement compétents, intéressés, qui analysent et qui fixent une sorte de jugement. Alors je sais que la politique ne se fait pas à la corbeille, mais les gens dont le métier d'analyser sont en général plus compétents que ceux qui n'y connaissent rien. Et je constate que ça va plutôt pas bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop d'interrogations ouvertes et les investisseurs n'aiment pas les interrogations, il faut les comprendre. Alors si on regarde déjà les effets qu'a eu la politique économique de Donald Trump, eh bien c'est pas très, très réjouissant. Regardez, c'est une baisse de la consommation, dégringolade de la bourse, vous en parliez tout à l'heure, un chômage en baisse et puis moins 1,5% de prévision de croissance. Christian Saint-Etienne. Alors, il y a déjà des effets finalement. Oui. Si on doit aller vers... il y a d'abord ce que Trump va annoncer. Puis il va y avoir la deuxième partie, c'est les réponses. Quand les Américains ont mis en place en juin 1930 le tarif All-Smooth, qui était assez significatif, qui a largement contribué à provoquer la crise des années 30, les Américains, d'après des travaux d'historiens, ont été stupéfaits de voir que les pays qui étaient visés ont répliqué. Et ces tarifs de 1930, le mot que Trump adore, ils visaient notamment à aider les exportations de l'agriculture américaine qui était très puissante à l'époque. Dans les 3 années qui ont suivi la mise en œuvre de ces tarifs, les exportations américaines de produits alimentaires ont baissé de 60%. D'ailleurs, tout le commerce mondial a baissé de 60% entre 29 et 33 et ne s'est pas remis en place. Et je rappelle d'ailleurs qu'avec l'effondrement de l'économie américaine, le taux de chômage aux États-Unis est monté à 20%. Donc ça a été une crise absolument monstrueuse dans les années 30. Alors dans le contexte actuel, il y a une liaison assez forte que montrent le FMI, l'OMC et d'autres organisations entre le commerce mondial et l'évolution du PIB mondial. Dans les dernières années, le PIB mondial progressait de 3% par an et le commerce entre 4 et 5. Bon, si tout le monde réplique à Trump, il est assez raisonnable de s'attendre à ce que cette économie mondiale qui était à 3% tombe à au moins 1 point à partir du second semestre. Et ça pourrait être pire l'année prochaine, c'est-à-dire qu'en 2026, au lieu de faire 3% de croissance, on fasse 1,5%. Alors il faut comprendre que ça entraîne beaucoup de chômage dans les pays développés, mais qu'un ralentissement de la croissance mondiale qui pourrait être divisé par 2, c'est des dizaines, voire éventuellement des centaines de millions de personnes dans les pays en voie de développement qui retombent dans la pauvreté. Donc les enjeux macroéconomiques et sociaux internationaux sont absolument gigantesques. Alors Trump s'en fout, puisque effectivement il n'est pas président des États-Unis, il est président de son électorat. Donc c'est très étrange. Alors justement, je voulais qu'on évoque son électorat, parce que, pardon, mais on a juste notre correspondante qui est à Washington, Justine Jankowski, qui a planché sur la question. Et Justine, vous nous confirmez que les Américains ne sont pas tout à fait sereins en ce moment. Les Américains sont globalement inquiets, mais ça c'est depuis que Donald Trump joue en quelque sorte avec les droits de douane, depuis qu'il les applique, qu'il les retire, qu'il les applique à nouveau. On voit que la confiance des Américains dans l'économie du pays elle a fortement baissé. Pour vous dire, selon les sondages, seuls 4 Américains sur 10 font confiance à Donald Trump sur le sujet de l'économie. C'est bien moins par exemple que sur le sujet de l'immigration. On voit aussi ces industriels qui ont peur en fait de passer commande parce qu'ils ne savent pas à la fin qui va payer la facture. Et puis comme on n'a pas vraiment les détails de ce grand plan sur les droits de douane, les observateurs se perdent en conjecture. Est-ce que ça va être 10%, 20%? Quels seront les pays touchés? Est-ce que ce sera le reste du monde? Forcément, les économistes s'inquiètent. Finalement, on ne trouve pas grand monde en fait qui se réjouissent de ces droits de douane, sauf bien sûr la Maison-Blanche qui continue de répéter qu'il faut faire confiance à Donald Trump, qu'il ne se trompe pas, que ça va fonctionner, que les bourses iront très bien. On sent vraiment un fort besoin de convaincre les Américains qui sont dans l'incertitude totale ce matin. Merci beaucoup Justine Jankowski depuis Washington. André Caspi, c'est vrai que c'est un pari risqué pour Donald Trump. Il joue avec le feu, avec ses droits de douane. Vous savez, les Américains ne pensent pas qu'aux questions économiques. Par exemple, le problème de l'immigration est un problème très présent.
dans la société américaine. Le problème de l'avortement dans certains États, le problème du combat contre le wokisme, tout cela en somme contribue à fabriquer l'opinion publique. Et je pense qu'une grande partie de l'opinion américaine n'est pas vraiment consciente des conséquences que la politique économique de Trump peut avoir, pour le moment. Alors, plus tard, on verra. Mais disons que pour le moment, je crois que Donald Trump bénéficie malgré tout d'une certaine indifférence ou d'un certain soutien qui lui permettent d'aller de l'avant. Et puis d'ailleurs, il ne s'en soucie pas particulièrement, mais ce qu'il veut avant tout, c'est marquer de son empreinte la société américaine et au-delà des États-Unis, marquer de son empreinte l'évolution du monde tout entier. Oui, et a priori, il y va tout droit. Magali, peut-être ? Juste un mot, mais c'est vrai que quand on les entend, il faut faire confiance à l'instinct du président américain. On se dit c'est un peu juste quand même comme explication aujourd'hui. Ouais. Mais après, les électeurs de Trump ont voté Trump parce qu'ils lui faisaient confiance sur l'économie, parce que, en tous les cas, c'est ce qu'il disait notamment à notre micro, pendant le premier mandat de Donald Trump, on s'est senti bien. Il avait baissé les impôts, la bourse allait bien, l'économie marchait, et ils avaient ce sentiment qui n'était pas vraiment vu dans les chiffres, mais qu'avec Joe Biden, leur situation personnelle s'était dégradée. La question, c'est finalement jusqu'à quand ces électeurs-là vont continuer à avoir ce premier mandat en tête sans regarder peut-être la réalité de ces chiffres et la perception qu'ils en ont. C'est là où les élections de mi-mandat dans 1 an et demi vont être un test absolument capital pour Donald Trump. Gérard Longuet, vous êtes d'accord ? Non, moi je voulais insister sur un point, c'est qu'il y a dans la démarche de Trump et de son équipe, et notamment de son vice-président, la dimension d'une guerre idéologique avec le reste du monde et avec l'Europe en particulier. Oui. Et quand on voit J.D. Vance à Munich, enfin quand on l'entend à Munich parler de l'Europe en termes peu chaleureux et au fond assez méprisants, nous traitant de chiffres molles, d'abord c'est un petit peu oublier ce qu'est l'Europe, c'est oublier que les États-Unis ont raté quand même beaucoup de choses ces dernières décennies et ils pourraient être un petit peu plus modestes. Lorsque Trump a rapatrié l'affaire d'Afghanistan, ça s'est quand même plutôt mal passé. Sans doute fallait-il faire, mais dans ces situations, c'est pas terrible. Donc je crois qu'il y a là vous me parlez avec raison de l'aspect économique. Cet aspect économique appartient à un ensemble. Et dans cet ensemble, il y a le combat idéologique contre le wokisme, contre il n'y a pas que ça pour l'ouverture, l'évolution, Merci la tolérance. Beaucoup, Gérard Longuet. Merci à tous d'avoir été avec nous sur ce plateau. On pourra continuer ce débat en coulisses si vous le souhaitez. Merci beaucoup de nous avoir suivis.